Dans cette formation VBA Access, nous proposons de bâtir une application de facturation automatisée avec gestion des stocks par le biais de l'interface préconçue qui est proposée à l'écran. Le caissier, lorsque le client se présente à la caisse, sélectionne la référence du client s'il existe et qu'il est déjà reconnu, c'est-à-dire inscrit dans la base de données et plus précisément dans la table client de cette base. Auquel cas un code VBA se charge de rapatrier toutes les informations le concernant. Rien n'exclut bien sûr de créer le client à la volée s'il n'est pas déjà connu, et pour ce client donc, de pouvoir passer en revue les uns à la suite des autres les articles qu'il achète. Au choix de la référence, comme vous le constatez, un autre code VBA se charge de rapatrier toutes les informations concernant cet article issues de la table catalogue. Il suffit alors de définir une quantité commandée. Le caissier ajoute cet article à la facture, si bien qu'il se trouve listé dans la partie du sous-formulaire dont la source est une table temporaire du nom de détail temp, et ainsi de suite pour passer donc en revue tous ces achats en modifiant si nécessaire les quantités lorsque elles sont multiples, par exemple pour la référence B008, quantité commandée 3. À l'issue, pour le client référencé, eh bien le caissier va valider la facture pour laquelle vous constatez que nous avons l'opération de synthèse du total de la commande, et lorsque effectivement la facture est validée, eh bien si nous allons vérifier dans les tables qui sont liées entre elles, c'est-à-dire en l'occurrence la table commande, nous constatons que la dernière commande avec son numéro de commande rattaché au client de la table client par le jeu des relations affiche bien le montant de 980 €, et si nous accédons à la table détail commande, pour cette commande 15, nous voyons bien le détail, c'est-à-dire la liste de tous les articles qui ont été commandés avec les quantités achetées. Et dans le même temps, bien entendu, eh bien les stocks ont été mis à jour, c'est-à-dire que les quantités achetées ont été déduites des quantités en stock par le biais du code VBA. Il s'agit donc d'une application assez dense à concevoir. Cette base de données source, vous pouvez comme toujours la télécharger depuis le site bombage.fr. La voici. Lorsque nous ouvrons cette fois-ci le formulaire validation commande, eh bien que la structure existe déjà, rien n'est encore fonctionnel si ce n'est les listes déroulantes qui sont chacune liées à la colonne utile de la table dont elles dépendent, c'est-à-dire la référence client pour la liste déroulante ref client et la référence du produit pour la liste déroulante des produits. L'objectif est donc de pouvoir, dans un premier temps, pour bâtir cette facturation automatisée avec gestion de stock, eh bien, de récupérer tous les renseignements attachés à un client par le code VBA ou, au besoin, de créer le client s'il n'est pas encore connu dans le magasin. Puisque toute commande, bien entendu, par le jeu des relations, car chacune des tables ici est reliée à sa table parent, eh bien, est de pouvoir attacher une commande à un client de manière à pouvoir l'archiver à l'issue. Dans un premier temps, donc, pour débuter le code, comme toujours, nous affichons notre formulaire en mode création. Le premier code VBA que nous devons concevoir, qui consiste à rapatrier les informations clients en fonction de la référence choisie, est attaché à la liste déroulante. Notez au passage que si nous activons la feuille de propriété et plus précisément l'onglet Données de cette liste déroulante, eh bien vous constatez qu'en effet, son contenu est relié à la table client et plus précisément à la première colonne, celle des références clients. Ce qui nous intéresse, nous, est de pouvoir déclencher un code VBA au moment où le caissier va choisir une nouvelle référence. Cela signifie que nous activons l'onglet événement de la liste déroulante et nous allons choisir son événement sur changement, puisque c'est au moment où nous modifions la référence client que les informations complémentaires doivent être rapatriées. Nous cliquons sur son petit bouton associé. Dans la boîte de dialogue qui surgit, nous choisissons générateur de code et nous validons par OK. Si bien que, comme vous en avez l'habitude désormais, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic entre les bornes de la procédure liste client change, change étant l'événement, liste client étant le contrôle, soit tout simplement l'événement du changement sur la liste déroulante liste client. Nous allons tout d'abord et avant toute chose rajouter une instruction bien importante et classique, option explicite qui va permettre au débogueur de vérifier toutes les déclarations de variables que nous allons instaurer
dans la mesure de pouvoir nous contrôler pas à pas et d'éviter d'utiliser des variables qui sont mal syntaxées ou mal déclarées. Comme vous le savez, puisque nous souhaitons manipuler les objets de base de données, il est essentiel d'ajouter la référence à ado, outil référence, et dans la boîte de dialogue de cocher la référence à la classe Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library, sachant que le 6.1 est un numéro qui dépend de la version de votre Windows, c'est-à-dire des librairies de code qui sont installées sur votre ordinateur. Ici donc, nous souhaitons tout simplement récupérer les éléments du client correspondant à la référence du client. Nous devons donc exécuter une requête sélection avec une clause where sur la liste déroulante. Nous avons donc besoin, et nous en avons l'habitude désormais, d'une variable que nous nommons ligne, que nous déclarons comme un objet record_set, c'est-à-dire un objet capable de manipuler les enregistrements de la base de données. Et bien sûr, pour pouvoir pointer sur la base de données, nous avons besoin de déclarer un objet de type database. Ces deux déclarations sont possibles grâce à la référence à Microsoft ActiveX Data Object que nous venons d'ajouter ou que nous avions ajouté. Il s'agit ensuite d'affecter ces objets et comme vous le savez, nous allons pouvoir instancier la classe qui va permettre à l'objet base d'hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler la base de données en cours grâce à l'objet application et à sa méthode currentDB. Notez l'apparition de IntelliSense, cette petite liste déroulante qui propose les propriétés et les méthodes à la volée. Dès lors, notre objet base pointe bien sur la base de données en cours, a hérité des propriétés méthodes et justement propose une méthode que nous allons pouvoir exploiter pour notre objet record_set afin de manipuler les enregistrements d'une table selon une syntaxe SQL grâce à cette méthode openRecord_set désormais donc de l'objet database. Ici, avant de noter la syntaxe SQL que nous devons exploiter, eh bien, je vais commencer par renseigner les arguments classiques de cette méthode, tout simplement parce que nous souhaitons accéder aux enregistrements de la table pour récupérer les informations du client, selon la syntaxe SQL à définir entre les doubles cotes, de manière dynamique, donc c'est l'argument db_open_dynaset. Il s'agit d'une requête sélection, comme vous le savez, le mot-clé usuel SQL que nous employons pour sélectionner les enregistrements d'une table est le mot-clé select, suivi du nom des champs. Lorsque nous souhaitons récupérer tous les champs, eh bien, nous tapons le symbole étoile qui permet d'indiquer à SQL que nous récupérons tous les champs de la table sur laquelle nous nous connectons from client. Il s'agit de la table client. Mais si nous stoppons la syntaxe SQL en l'état, eh bien nous récupérons tous les enregistrements. Or, nous souhaitons récupérer les informations que pour le client sélectionné par le biais de la liste déroulante. Donc nous ajoutons une clause where pour lesquels, eh bien, le champ num_client, qui est le champ de la clé primaire de la table client. D'ailleurs, pour preuve, si nous revenons sur notre application Access, constatez effectivement que nous sommes en train de faire une clause where sur ce champ num_client, le principe étant de prouver l'égalité entre ce champ et la référence choisie dans la liste déroulante. Reprenons donc notre syntaxe SQL pour lequel le champ num_client est égal à une valeur dynamique. Donc, nous devons briser la syntaxe statique de la requête SQL pour la concaténer avec une valeur dynamique issue d'un contrôle du formulaire qui s'appelle tout simplement, comme vous l'avez vu précédemment, liste client, .value comme toujours, qui est sa propriété qui permet d'accéder à son contenu, plus précisément la valeur qui est actuellement sélectionnée par le biais de cette liste déroulante. La méthode moveFirst ensuite d'un objet record_set, là aussi nous avons l'habitude de l'utiliser, permet de placer le pointeur de lecture sur le premier des enregistrements résultants. En l'occurrence, ici, il ne doit y en avoir qu'un seul, qu'à cela ne tienne, nous nous positionnons donc dessus, et le principe, grâce désormais à la propriété fields,
d'un objet record set est de pouvoir récupérer un à un ces informations de champ. Mais avant toute chose, et même si c'est accessoire, il y a sur la droite du formulaire une petite zone de saisie qui s'appelle N-client et dans laquelle nous allons mémoriser le numéro du client choisi. Et puis, comme je vous le disais, donc dans les autres zones de texte qui s'appellent respectivement civilite, comme vous pouvez le constater avec la feuille de propriété, puis nom client et enfin prénom client, eh bien, nous allons récupérer les informations récupérées par le biais de la requête SQL. Il y a donc le champ civilite plutôt le contrôle auquel nous accédons à son contenu grâce à sa propriété value et que nous affectons par le biais de la propriété fields de notre objet recordSet qui va permettre d'accéder à l'information du champ isolé par la requête SQL au champ précisément qui se nomme dans la table client civilite client.value, c'est toujours pareil, et pour éviter de ressaisir intégralement l'ensemble de ces instructions, eh bien, nous allons utiliser un copier-coller et adapter les noms de contrôle pour le champ non client en effet. Eh bien, nous souhaitons pouvoir l'affecter à la valeur du champ non client de la table client, et puis nous souhaitons aussi pouvoir ensuite faire la même chose avec le contrôle prénom client dont nous souhaitons affecter la valeur au champ prénom client de la table client, ainsi extrait et isolé par la requête SQL de sélection. Nous pouvons ici tenter un petit débogage pour nous assurer que pour l'instant le compilateur ne décèle aucune erreur. N'oubliez pas toutefois que même si a priori le travail est terminé à ce stade pour la récupération des informations clients, que toute connexion ouverte à une base de données doit être fermée et si possible que les objets utilisés doivent être déchargés de la mémoire. Donc nous utilisons la méthode usuelle close d'un objet recordSet, nous faisons la même chose pour le database afin de fermer les connexions et ensuite grâce au mot-clé set nous allons réaffecter chacune de ces variables objets à nothing, ça veut dire que nous les déchargeons tout simplement de la mémoire. Nous faisons la même chose donc pour l'objet ligne et l'objet base, de manière à coder proprement et de ne pas engorger les ressources au fur et à mesure de l'exploitation de l'application. Nous pouvons déjà tester ce premier code, après avoir enregistré les modifications. Si nous basculons Alt F11 sur le formulaire et que nous l'exécutons par exemple avec la touche F5 du clavier, le fait de sélectionner une référence client, alors une petite erreur a été décelée, alors c'est pas plus mal parce que on va pouvoir se concentrer éventuellement sur la petite faute que nous avons commise, car ici il s'agit bien du champ prénom client. Je suis sans doute allé un petit peu vite pour constater qu'ici il s'agit bien du champ prénom client et que dans notre formulaire validation, nous avons bien là aussi le contrôle prénom client. Alors l'erreur, nous la voyons tout de suite, comme vous le constatez, c'est tout simplement le fait d'avoir voulu coder trop vite en rajoutant la propriété value dans la double cote, alors que dans la double cote, il ne doit y avoir que le nom du champ. Nous pouvons donc enregistrer les modifications, rebasculer sur le formulaire que nous exécutons, et qu'en est-il en effet si nous choisissons une référence client, vous voyez que cette fois-ci c'est parfait, en instantané, par le biais de la requête SQL exécutée par les objets de base de données, eh bien nous récupérons les informations du client que dans la foulée donc nous allons pouvoir facturer. Mais avant cela, cela va de soi, bien entendu, il est tout à fait possible de pouvoir facturer un nouveau client. Et l'objectif est de pouvoir l'archiver, l'inscrire en base de données à la volée. Cela signifie que nous devons attacher un code au bouton créer le client. Donc après être revenu en mode création, grâce à la feuille de propriété et son onglet événement, nous allons choisir pour son événement au clic d'associer un code que nous choisissons dans la boîte de dialogue et que nous validons pour nous retrouver de nouveau dans l'éditeur de code Visual Basic Access entre les bornes de la procédure créer client clic cette fois-ci, c'est-à-dire l'événement du clic intercepté sur le bouton créer client. Nous avons déplacé volontairement cette procédure vers le bas. Encore une fois,
Nous allons avoir besoin des objets de base de données pour manipuler ces éléments, mais il nous faut réaliser une vérification dans la mesure où, pour créer un client, dans un premier temps, il va falloir nous assurer que le caissier a bien rempli toutes les informations, c'est-à-dire sa civilité, son nom et son prénom. Et tant qu'à faire, nous allons réaliser une deuxième modification qui va consister à s'assurer que ce client n'existe pas déjà, car nous n'allons pas inscrire des doublons dans la table client. Donc, comme toujours, et comme je vous le disais, nous commençons par déclarer nos objets qui permettent de manipuler des éléments de base de données en commençant par notre objet database, suivi de notre objet ligne qui va permettre d'accéder aux enregistrements pour faire cette vérification de doublons potentiels. Donc, une requête select avec une clause where qui va recouper des critères. Et donc, cette requête va livrer un résultat que nous allons stocker dans une variable nbclient, c'est-à-dire à savoir si cette variable, cette valeur est positive, eh bien cela signifie que le client existe déjà. Donc nous la déclarons comme un entier court, un byte. Et il va nous falloir enfin une variable de type string qui va permettre de mémoriser une requête action qui permet entre autres, d'ajouter de nouveaux enregistrements dans une table, en l'occurrence ici de créer le client. Premier test, comme je vous le disais donc, il consiste tout simplement à vérifier que le caissier a, avant d'initier toute action VBA, bien saisi toutes les informations en commençant par le champ civilite. Et l'objectif est de vérifier si son contenu n'est pas vide. Et en même temps, eh bien, il faut s'assurer que le contenu du champ non client ainsi que du champ prénom client ne sont pas vides eux non plus. Ça veut dire que grâce au mot-clé end qui est exclusif, eh bien, nous imposons à VBA de vérifier tous ces critères ensemble. Si l'un d'entre eux n'est pas correct, eh bien tous sont considérés comme faux. Cela signifie que nous exécuterons ce code si et seulement si les trois zones de saisie sont correctement remplies. Donc, si effectivement le caissier a bien rempli toutes les informations, eh bien dans cette branche, nous allons créer le code permettant à l'issue d'insérer le nouveau client. Dans le cas contraire, en revanche, nous allons tout de même afficher à l'écran un message de confirmation au caissier pour qu'il sache quelle est l'erreur qu'il a commise. Veuillez renseigner tous les champs. Veuillez renseigner tous les champs pour créer un nouveau client. Comme ceci. À l'issue, donc, le caissier saura quelle est son erreur et pourra corriger le tir. Dans le cas contraire, donc dans le cas où effectivement tout a correctement été renseigné, eh bien nous devons dans un premier temps accéder aux enregistrements de cette table client afin de nous assurer que le client n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous commençons comme toujours à affecter et initialiser notre objet base de données pour le faire pointer sur la base de données en cours. Et comme nous l'avons fait précédemment, grâce à la méthode OpenRecordSet désormais héritée pour l'objet base, nous allons pouvoir accéder aux enregistrements de la table client selon une syntaxe très précise, toujours en mode Dynasset. J'essaye en même temps que je commente de ne pas me tromper dans la syntaxe, donc nous affectons notre objet ligne. Le principe ici est de nous assurer que le client n'existe pas déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà un client portant le même nom et le même prénom. Nous recoupons volontairement ces deux critères pour autoriser les homonymes, c'est-à-dire les clients portant le même nom. Par contre, s'ils ont le même nom et le même prénom, alors, eh bien, effectivement, nous considérons qu'il y a un doublon qui ne peut pas être inscrit. Il s'agit donc d'une requête select, et dans la foulée, nous allons utiliser la fonction SQL count qui permet tout simplement de compter sur un champ que nous lui passons en paramètre, en l'occurrence ici, le champ num client. Le résultat de ce champ créé à la volée, là, de ce count, eh bien, nous allons le mémoriser sous un nom de champ temporaire que nous nommons arbitrairement nbclient grâce au mot-clé as. Donc c'est une requête sélection qui permet de faire une opération statistique puisqu'elle compte sur la table client from client. Donc,
dans un premier temps, et bien entendu, avec une clause where qui, comme je vous le disais, doit recouper deux critères. Le premier étant de vérifier si le nom du client n'est pas déjà présent dans la base de données. Si le champ non client n'est pas déjà égal, alors ici notez qu'avant la double cote, nous insérons avec la touche 4 du clavier une simple cote. Pourquoi? Parce que l'information que nous allons concaténer, qui est dynamique, est un texte, et le champ est de type texte. Et tout texte doit être encadré de simples codes dans la syntaxe SQL écrite en VBA. Donc, si l'information de ce nom de champ n'est pas déjà égale à la valeur contenue dans le contrôle non client que nous reconcaténons pour reprendre la partie statique de la syntaxe SQL à une double cote, donc suivie d'une simple cote pour bien encadrer encore une fois ce champ de cote. Et en même temps, end, mot-clé end de la syntaxe SQL, pour recouper le critère sur le champ de la table qui se nomme prénom client, égale, là aussi, eh bien, simple cote, double cote, puisqu'il s'agit d'un champ de type texte que nous concaténons, touche 1 du clavier, le et commercial, à la valeur contenue dans le contrôle prénom client du formulaire, donc il porte les mêmes noms que les champs, ce n'est pas très grave, plutôt c'est même plus pertinent dans la mesure où finalement nous les retrouvons beaucoup plus simplement. Une fois que notre syntaxe SQL est correctement bâtie donc, eh bien l'objectif, comme nous l'avons fait précédemment dans la procédure pour récupérer des informations du client, nous commençons par nous positionner sur le premier enregistrement. Encore une fois, il n'y en aura qu'un, puisqu'il s'agit d'une requête SQL statistique qui va renvoyer tout simplement dans le champ NB client que nous avons créé à la volée, eh bien, le nombre résultant. S'il vaut 0, eh bien, cela signifie que le client n'existe pas, car sur les critères recoupés, aucun n'a pu être comptabilisé. Et nous allons mémoriser cette valeur dans la variable NB client que nous avions déclarée en tant qu'entier court à cet effet, grâce, encore une fois, à la propriété fields de notre objet recordSet qui, si on lui passe en paramètre le nom du champ, en l'occurrence celui que l'on a créé, eh bien, permet d'accéder à l'information contenue dans ce champ propriété dérivée value pour en extirper le contenu. Et là, le processus est simple. Eh bien, si cette valeur est positive, donc if, instruction if pour poser le critère, on va ajouter une petite sécurité avec la fonction int qui permet de convertir ce qui lui est passé en paramètre eh bien, en entier. Donc, de la variable nb client, mais nous savons qu'elle est déjà une valeur entière, donc ce n'est pas nécessaire, bon, ce n'est pas grave, nous allons le laisser, ça ne va pas compliquer plus que ça le code. Donc si ce retour nb client, mémorisé juste au-dessus, est effectivement positif, cela signifie qu'il y a doublon, alors, eh bien alors nous ne pouvons pas poursuivre l'exécution du code, puisque tout simplement, cela signifie que le client existe déjà. On va se prévoir un petit else et on va borner notre instruction if, histoire d'être sûr de ne pas oublier ces instructions. Et donc, dans la partie où le test est vérifié, on va en informer encore une fois le caissier, en lui expliquant que le client existe déjà et qu'il ne peut donc pas être créé. Ainsi, il saura qu'il faut qu'il sélectionne sa référence et ne peut donc pas être créé. Comme ceci. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction msgbox dont l'unique fonctionnalité est de pouvoir afficher un message à l'utilisateur, parfois interactif si on y ajoute des boutons, dont on peut réceptionner la valeur. Nous l'avions abordé au cours de certaines formations VBA et Excel d'ailleurs. Dans le cas contraire, donc, eh bien, c'est que nous savons que le client n'existe pas et donc que nous pouvons le créer. C'est la raison pour laquelle nous devons, dans la variable requête que nous avions judicieusement déclaré comme un string, eh bien, créer la syntaxe de la requête action qui permet d'insérer ces nouveaux enregistrements. Et les mots-clés à utiliser, comme vous le savez, sont les mots-clés insert into qui littéralement permettent de dire que nous insérons dans into, dans quoi? Dans la table client, eh bien, les valeurs à énumérer entre les parenthèses, non pas plutôt les champs, et pour ces champs, les valeurs. Ces champs, donc, eh bien, il faut renseigner le champ civilite client. Alors je dis civilite parce que volontairement nous avons banni les accents puisqu'il faut éviter les caractères latins dans les noms de variables, les noms d'objets, etc. Il y a aussi le champ non client et le champ
prénom client. Alors, il ne faut surtout pas faire d'erreur de syntaxe, on sépare chacun de ces noms de champs par des virgules, et vous voyez que ici, eh bien, j'en ai une de trop, ce qui aurait généré une erreur, et nous avons enfin le champ prénom client. Et dans la syntaxe SQL d'une requête insert into, pour chacun de ces noms de champs listés, quelles sont les valeurs, mots-clés values, et là nous allons lister les variables que nous souhaitons insérer dans chacun de ces noms de champs. Donc, encore une fois, comme il s'agit de variables de type texte, nous devons les encadrer de simple cote, touche 4 du clavier, et ensuite pour pouvoir concaténer avec des valeurs dynamiques double cote, donc touche 3 du clavier. Le est commercial, la syntaxe est certes particulière, mais une fois qu'on a l'habitude, il n'y a plus de souci. Pour récupérer effectivement l'information du client saisie dans le contrôle civilite du formulaire que nous reconcaténons double cote, simple cote pour pouvoir l'encadrer, virgule pour pouvoir lister la prochaine valeur qui elle-même est textuelle, donc simple cote, double cote et commercial. Il s'agit cette fois-ci du non client .value. OK. Donc le contrôle suivant que nous concaténons double cote, simple cote, virgule pour passer au nom du champ suivant, simple cote, double cote et commercial, et enfin donc le prénom client, c'est-à-dire le nom du champ qui contient cette information, propriété value comme toujours, pour accéder à son contenu, et que nous n'oublions pas d'encadrer, et commercial double cote d'une simple cote, pour pouvoir terminer la syntaxe SQL en bonne et due forme. Une fois que effectivement cette syntaxe est correctement construite, il convient de l'exécuter sur la table en question, qui est désignée dans la syntaxe même, et comme nous avons déjà initialisé notre objet base, eh bien, comme vous le savez, cet objet base propose une méthode qui se nomme execute, qui permet, comme vous le constatez avec l'infobulle qui apparaît, d'exécuter la requête qu'on lui passe en paramètre, donc enregistrée sous le nom requête à l'instant. Et donc, si effectivement cette exécution s'est parfaitement déroulée, nous allons en informer encore une fois le caissier pour lui dire, par exemple, que le client a été créé avec succès. Créé et archivé. Comme ceci. Donc, un nouveau message de confirmation. Ainsi, l'application reste interactive. Le souci est que nous venons d'ajouter ce nouveau client dans la table client, et comme le premier des champs, celui qui porte la clé primaire, est un numéro auto, eh bien, vous l'avez constaté dans la requête SQL, lui, nous ne l'avons pas renseigné. Il va s'auto-incrémenter. Et comme, par contre, le lien avec la liste déroulante s'est fait au chargement du formulaire, nous devons réactualiser ce lien grâce, et là nous l'avions aussi vu dans d'autres formations VBA Access, à la méthode requery de l'objet d'OCMD qui, d'une manière générale, va imposer le recalcul ou rafraîchir les sources de données de tous les contrôles liés, dont, justement, cette liste déroulante des clients. Le souci, c'est que si nous venons de créer ce client, eh bien, nous souhaitons le facturer dans la foulée, il faut donc que la liste déroulante soit calée sur ce dernier indice. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous allons utiliser une syntaxe particulière, d'ailleurs, que fournit l'aide en ligne. Notre nom de contrôle, c'est liste client. Nous souhaitons le positionner sur sa dernière valeur, c'est-à-dire la dernière valeur insérée, correspondant tout simplement au dernier client. Et c'est la raison pour laquelle ce contrôle fournit une propriété item data à laquelle nous allons passer comme paramètre, eh bien, tout simplement le dernier élément de la liste pour pouvoir lui donner le focus. Et pour pouvoir s'y placer, donc nous faisons référence encore une fois à ce contrôle liste client, et sa propriété list count renvoie le nombre d'éléments que nous allons soustraire d'une unité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, les indices des listes déroulantes commencent à 0. Donc, s'il y a 9 éléments dans la liste, eh bien, nous allons de 0 à 8. Donc, le dernier élément, c'est 9 moins 1, c'est-à-dire le list count, le nombre total d'éléments, moins 1. Une fois que ceci est fait, nous pouvons en profiter pour réactualiser, même si c'est accessoire, la petite valeur de la zone de saisie qui est sur la droite de formulaire, qui permet tout simplement de mémoriser en dur le numéro du client en cours, celui qui a été choisi, donc sur la valeur
à laquelle nous venons de donner le focus. À l'issue, bien sûr, et comme toujours, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, puisque nous avons tout simplement utilisé des objets de base de données, eh bien c'est comme toujours de vider l'ensemble des ressources, mais aussi de fermer les connexions aux bases de données. Si bien que, donc, lorsque nous sommes dans ce if, d'ailleurs nous pourrions très bien nous mettre dans le if parent, car c'est lui qui va déclarer ces objets bases de données, base et ligne, donc le if parent avant le else ici. Nous allons tout simplement commencer, comme nous l'avons fait précédemment, par fermer les connexions à la base de données, par la méthode close des objets lignes et base, et comme précédemment, nous allons les décharger de la mémoire par le mot-clé set et nothing pour pouvoir les vider, donc usuel et classique. Une fois que ceci est fait, eh bien, il y aura peut-être des erreurs, mais nous verrons au coup par coup s'il est nécessaire de débloquer, vraisemblablement, donc nous sommes en mesure de créer un nouveau client. Nous enregistrons les modifications, et pour faire un processus complet, nous retournons donc sur notre interface Access, nous allons exécuter notre formulaire, et ici l'objectif donc est de pouvoir créer un nouveau client, donc civilité madame par exemple. On aurait pu pousser le code pour vérifier la construction de chacun des noms de champs. Mais ça, c'est normalement le rôle des masques de saisie en conception de table, donc qui est un sujet déjà abordé dans les différentes formations Access. Ensuite, donc, nous créons notre nouveau client, et puis, à l'issue, nous cliquons sur le bouton Créer le client. À incompatibilité de type, en effet, donc il va falloir voir ce qu'il en est. Alors vous voyez, c'est très simple, hein, comme toujours, à force de vouloir aller un peu trop vite, et bien ici, nous posons a priori une condition sur le champ non-client.value, sauf que nous avons oublié de poser le critère. Donc, nous arrêtons l'exécution, et puis, effectivement, donc, différent de guillemets. Voilà. Et nous allons pouvoir reprendre cette exécution, Alt F11, et nous allons donc créer le client. Et cette fois-ci, donc, une autre erreur surgit. Alors bon, désolé pour ces petites erreurs, mais en même temps, elles permettent de montrer que, eh bien parfois, effectivement, il y a des petites erreurs qui se glissent, qui ne sont pas si graves que ça. Vous voyez, le message d'erreur est assez clair. L'instruction insert into contient le nom de champ inconnu suivant, civilite client en effet. Comme vous avez pu le constater, dans l'instruction if, nous avons bien utilisé le nom de champ civilite. Par contre, dans la syntaxe de la requête insert_into, nous utilisons un nom de champ civilite client qui est mal orthographié ici puisqu'il possède 2 L. Bon, il vaut mieux faire des copier-coller dans ces conditions-là, donc on va faire débogage si effectivement on veut savoir quelle est la ligne incriminée, et on va revenir sur notre syntaxe pour corriger le petit problème d'orthographe. Au fur et à mesure on va y arriver, hein, c'est pas très grave, et puis c'est des petites erreurs finalement qui sont assez usuelles. Si nous cliquons de nouveau sur le champ, sur le bouton, eh bien l'erreur, comme vous le constatez, est malheureusement dupliqué, cette fois-ci à cause des copier-coller, puisque nous avons malheureusement répliqué ce problème d'orthographe partout, puisque nous avons doublé le L sur chacun des noms des champs. Il y a ici un double L pour le nom du client, et forcément pour le prénom du client. Alors j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais bon, ça arrive, c'est comme ça, donc nous reprenons l'exécution, nous cliquons sur le bouton créer le client, et cette fois-ci, effectivement, après avoir corrigé ces petites erreurs anodines dans la mesure où il s'agissait essentiellement de syntaxe, eh bien nous constatons que le client a été créé avec succès, et remarquez que dans la foulée, grâce à notre requery de l'objet d'OCMD et puis à la propriété item data, nous nous sommes positionnés sur le dernier indice qui vraisemblablement est celui qui a été créé à la volée pour notre nouveau client Sarbacane, qui n'a pas été détecté comme un doublon et donc que nous pouvons désormais dans la foulée facturer puisque le numéro 10 est bien mémorisé dans cette petite zone de saisie qui avait été créée à cet effet sur la droite. En revanche, si dans la foulée nous recliquions sur créer le client, vous constatez que notre requête SQL qui permet de compter grâce à la fonction count, eh bien, tous les enregistrements pour lesquels et le nom du client et le nom du prénom sont identiques, eh bien, retourne une valeur qui est positive et qui donc arrête le code dans la mesure où par le biais de l'instruction if, nous constatons que le client existe déjà et donc nous ne le recréons pas.
Maintenant que nous avons la base, c'est-à-dire que le client peut être sélectionné avec ses informations rapatriées, ou bien que le client peut être créé, eh bien il s'agit de le facturer. Et pour pouvoir le facturer, il faut qu'on puisse récupérer toutes les informations des articles qui sont scannés en temps réel au fur et à mesure qu'ils sont passés à la caisse. C'est la raison pour laquelle, désormais, et c'est un code, ma foi, qui est très similaire au tout premier, qui consiste à récupérer les informations de l'article au changement de la liste déroulante, que nous sélectionnons donc dans un premier temps, et grâce à son onglet événements, propriété plutôt événements sur changement, comme toujours par son petit bouton, nous choisissons le générateur de code que nous validons pour nous retrouver entre les bornes de la procédure refProduit change, refProduit étant le nom de la liste déroulante, change son événement associé. Cette fois-ci, on ne se pose pas de questions, puisque nous l'avons fait précédemment, nous pourrions même faire un copier-coller en adaptant les noms des variables et syntaxe SQL, mais on va dire que c'est un peu dangereux dans la mesure où on pourrait oublier des choses, ce qui s'est passé, comme vous l'avez constaté, dans la procédure précédente. Alors on va refaire les choses proprement. On a besoin, fort logiquement, d'un objet recordSet, et puis en plus, comme ça sert de révision, qui permet de manipuler les enregistrements de la base de données. Et bien sûr, il faut pouvoir pointer sur la base de données en cours, donc nous déclarons notre objet database, comme toujours. Dans la foulée, là aussi comme toujours, nous les affectons afin de pouvoir hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les éléments de base de données grâce à la méthode currentDB de l'objet application. Puis, on va se faire un peu de place ici, pour pouvoir descendre un peu. Donc, nous allons affecter notre objet ligne pour manipuler les objets de base de données grâce, cette fois-ci, à la méthode héritée, encore une fois, OpenRecordSet, de notre objet base, la syntaxe SQL, et puis on va remplir tout de suite notre deuxième argument, db OpenDynaSet, pour un accès dynamique, c'est-à-dire de pouvoir questionner les noms des champs qui sont extraits afin de pouvoir récupérer leur contenu. Eh bien, cette requête est très simple, elle est on ne peut plus classique, il s'agit d'un select étoile pour dire que l'on récupère tous les champs from, toujours la même syntaxe, les mêmes mots-clés, cette fois-ci il ne s'agit pas de la table client, mais de la table catalogue. Oui, mais pas tous les enregistrements pour lesquels clause where, effectivement, eh bien, le code article, car il s'agit effectivement du nom de ce champ dans la table catalogue pour lesquels nous souhaitons des informations complémentaires, champ code article doit être égal tout simplement à la référence sélectionnée comme si elle était scannée depuis la liste déroulante. Donc where code article, donc là il est essentiel puisqu'il s'agit d'une information textuelle de la égale concaténée entre simple cote, donc simple cote, double cote, et l'information contenue dans le champ sur le formulaire, le champ liste déroulante qui se nomme refProduit, puisque c'est bien la procédure événementielle qui lui est attachée, à laquelle nous accédons au contenu sélectionné, comme toujours par la propriété value, que nous reconcaténons entre double cote avec une simple cote pour pouvoir bien l'encadrer, puisqu'il s'agit d'une information textuelle encore une fois. Nous validons donc cette syntaxe, nous allons nous assurer que vraisemblablement nous sélectionnons bien tous les champs de la table catalogue pour lesquels le champ code article est égal entre simple cote, et bien la référence produit choisie depuis la liste déroulante sur le formulaire. Donc nous nous plaçons sur le premier enregistrement qui résulte de cette requête sélection pour pouvoir rapatrier dans chacun des champs dédiés, en l'occurrence ici il y a tout d'abord le champ quantité stock, comme vous le constatez, il y a le champ désignation, et le champ, enfin, prix unitaire, donc ces trois champs doivent pouvoir afficher les informations qui correspondent à la référence client qui a été choisie. Donc, eh bien, dans le champ quantité stock, que nous écrivons avec son nom très fidèlement propriété.value, que nous allons affecter, toujours grâce à la propriété fields de notre objet recordSet, à laquelle nous allons passer en paramètre, et bien tout simplement le champ auquel nous accédons par le biais de cette requête SQL. Il s'agit pour la quantité du champ quantité, propriété dérivée par .value, donc pour en extraire le contenu, et puis on va tenter ici un double copier-coller afin de pouvoir adapter simplement les noms des champs. Par la suite, il y a, nous l'avons dit, le champ
ou plutôt le contrôle désignation, me semble-t-il, qui correspond d'ailleurs au champ de la table désignation, pour la désignation du produit. Et enfin, il y a le dernier, qui est le prix unitaire pour le contrôle du formulaire, qui correspond par contre au champ qui ne porte pas tout à fait le même nom, qui se nomme, alors si on veut être puriste, oula, alors attention, parce que là du coup, je n'avais pas supprimé dans la bonne direction, donc si on veut être puriste, avec la casse, c'est-à-dire en respectant les majuscules et minuscules, prix unitaire, underscore, ht.value, et dans la foulée, comme toujours, puisque vraisemblablement à ce stade nous avons bien récupéré toutes les informations, nous allons encore une fois fermer les connexions à la base de données par le biais de la méthode close des objets ligne et base, et enfin nous allons les réaffecter à nothing de manière à les décharger de la mémoire très simplement, et comme d'habitude, donc des copier-coller permettent d'aller très vite. Finalement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au premier code que nous avions fait. Nous allons pouvoir tester à ce stade si tout est conforme, s'il y a des erreurs ou non. Nous exécutons notre formulaire de facturation qui petit à petit prend forme. Nous sélectionnons un client, ce qui a pour effet, comme nous le souhaitions effectivement, de récupérer les informations correspondantes. Si nous souhaitons le créer, bien, nous avons bien la confirmation, c'est sécurisé, qu'il existe déjà. Est-ce que dans la foulée, si nous choisissons un code article, oui, en effet, vous constatez que toutes les informations sur l'article scanné à la caisse sont effectivement rapatriées. La quantité actuellement en stock, pour savoir si eh bien, on peut passer commande ou non, d'ailleurs il faudra sécuriser par le code VBA, sa désignation, le prix unitaire, autant d'informations qui vont être importantes lorsque l'on va concevoir eh bien, ce bon de commande au fur et à mesure en rentrant les quantités, la désignation, le prix unitaire, pour pouvoir ensuite les archiver dans les tables liées de la base de données. Ça veut dire que la prochaine étape est de pouvoir ajouter pour le client sélectionné tour à tour par le biais de ce bouton, après avoir défini les quantités, eh bien, chacun des articles qui auront été scannés. Donc nous revenons en mode création. Tiens, il serait utile quand même de rajouter une petite chose dans le code qui consisterait, puisque forcément si l'article est scanné, la quantité minimum qui va être commandée est nécessairement au moins de 1, à défaut d'être supérieure. Donc nous reprenons effectivement le nom du contrôle ici, nous rebasculons à la fin de notre procédure événementielle et nous allons à chaque fois que nous sélectionnons un article et que nous récupérons les informations, caler la quantité sur 1 plutôt que de 0, si bien que, eh bien, s'il s'agit de la bonne quantité, ce qui est sans doute le choix le plus récurrent, eh bien l'utilisateur n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter plutôt que de définir la quantité pour la basculer de 0 à 1. Très bien. Donc il s'agit maintenant, en effet, de pouvoir consolider tous ces résultats et implémenter eh bien, le détail de la facture au fur et à mesure. On va rentrer petit à petit dans le dur, dans la mesure où, en cliquant sur ce bouton, eh bien, il va falloir ajouter tous les éléments, les uns en dessous des autres, du détail de cette commande. Je vous rappelle que ce sous-formulaire est lié à cette table détail temp, qui va servir tout simplement temporairement de relais. Il faudra quand même s'assurer que, d'une part, nous avons bien tous les éléments qui sont concernés pour la création de la facture, mais aussi, il faudra faire une double vérification sur la quantité pour nous assurer que la quantité demandée n'est pas supérieure à la quantité disponible en stock. Eh bien, si effectivement ces critères sont vérifiés, nous pourrons insérer ces éléments dans la taille détail temp, et ensuite, il s'agira tout simplement de reparcourir l'ensemble des éléments pour pouvoir calculer le montant total que nous afficherons comme résultat statistique de synthèse sur le formulaire, et à l'issue, nous n'aurons plus qu'à valider la facture. Donc vous voyez, il y a un peu plus de choses à faire. Nous sélectionnons donc le bouton ajouter à la facture, et dans son onglet événement, pour son événement au clic, nous choisissons, comme nous le faisons usuellement désormais, le générateur de code. Nous allons déplacer par couper-coller, CTRL-X, CTRL-V, cette procédure à la toute fin pour rester logique dans le cheminement et la progression. Ajouter, c'est notre bouton, ajouter facture, pardon, et clic son événement, donc on clique sur le bouton ajouter facture. Nous avons besoin, comme toujours, il n'est pas nécessaire de se poser de questions, eh bien, d'objets base et ligne, c'est-à-dire database, et record set, donc on va se faire un petit copier-coller. En revanche, comme il y a des vérifications à faire, et qu'il va falloir reparcourir l'ensemble des éléments commandés, on va avoir besoin aussi d'une requête que nous déclarons, une variable requête, comme un string, qui elle va permettre
à l'issue d'insérer ces différents éléments dans la table temporaire. Et comme nous souhaitons calculer le total acheté par produit en fonction de la quantité et puis le total global de la facture, on va se déclarer deux variables. La première, bien, très simplement, que nous nommons total comme un integer. On part du principe ici qu'il n'y aura pas de décimale. C'est comme ça, mais bon, c'est pas bien plus compliqué d'ajouter des nombres réels. Et puis le total de la facture qu'on va appeler par exemple total achat et qu'on va déclarer aussi comme un integer qui est un entier suffisamment long pour pouvoir gérer ces montants même s'ils sont importants. Donc la première chose, comme je vous le disais, est de vérifier que eh bien, les éléments sont correctement renseignés en commençant donc par une instruction if qui va nous permettre, grâce à la fonction isNumérique, pourquoi pas, de nous assurer, par exemple, que la valeur saisie dans la zone quantité commandée est bien numérique, parce que forcément, si le caissier s'est trompé et qu'il a saisi une valeur de type texte, on ne pourra faire aucun calcul, et donc ça veut dire que la facture est caduque et qu'il faut qu'il corrige ce problème. Si dans le même temps, eh bien, cette quantité commandée est bien positive, ça veut dire que le caissier a bien fait l'effort de renseigner une quantité, sachant que par sécurité nous l'avons calée par défaut à 1, mais rien ne l'empêche de la redéfinir à 0, et que bien sûr, il y a bien une référence produit. S'il y a une référence produit, donc c'est la liste déroulante, vous le savez, donc différent de guillemets, et bien à ce moment-là, nous savons que nous avons rapatrié toutes les informations correspondantes, si bien que nous pourrons, en effet, eh bien, les ajouter dans le détail de la facture. Alors, ici, dans le cas contraire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un message au caissier, à l'utilisateur, et on ne va pas oublier de boucler notre instruction conditionnelle if, comme nous le faisons à chaque fois. Nous recoupons donc trois critères. Il faut que, eh bien, la quantité ait été saisie, qu'elle soit bien un nombre positif, et qu'en même temps, il y ait bien une référence produit. Dans le cas contraire, eh bien, on va indiquer au caissier que il faut définir une référence et une quantité pour ajouter un article à la facture. Voilà, très simple. Et tiens, puisque on va procéder par étapes, on va s'assurer qu'à ce stade, eh bien, notre message se déclenche bien, même si nous n'avons pas trop progressé dans la création de ce code. Alors, ce n'était pas un F11 que je voulais faire, mais un F5, donc je reprends F5, et ici, effectivement, nous avons donc bien une référence B06. Qu'en est-il si, par exemple, nous tapons 0 dans la zone quantité commandée? Vous constatez en effet que eh bien, notre code intercepte le problème par recoupement des critères. Il faut définir une référence et une quantité. Ok, pas de souci. Donc on va dire que la quantité est à 1, et cette fois-ci, effectivement, il ne se passe rien, tout simplement parce que nous sommes dans la borne ou la branche if, et que pour l'instant, nous n'avons pas encore écrit le code qui doit gérer ces actions. Ici, il nous faut quand même une autre vérification, nous assurer que eh bien, la quantité commandée est inférieure à la quantité disponible en stock. On est bien dans le principe et la philosophie de la gestion des stocks. Alors, on va utiliser par mesure de sécurité, encore une fois, la fonction int, et le but du jeu est de pouvoir poser un critère sur le champ qui se nomme quantité commandée, propriété value, encore une fois, par IntelliSense, qui doit être en effet inférieur ou égal à la quantité en stock que nous avons rapatriée précédemment et qui est inscrite dans le champ qui se nomme quantité underscore, donc propriété value, pour accéder à son contenu. D'ailleurs, si on veut être cohérent, ici bien sûr, il faut le mettre dans une fonction int pour convertir à minima le contenu en entier. Then, alors on sait que dans ces conditions-là, on va borner notre instruction if, et bien que nous allons pouvoir commencer l'exécution du code, mais dans le cas contraire, il faut indiquer au caissier que, eh bien malheureusement, le client ne peut pas commander cette quantité parce qu'elle dépasse la valeur disponible en stock. Donc, msgbox, la quantité demandée, par exemple, dépasse la valeur disponible en stock. Comme ceci. Et on va tester, tant qu'à faire, à ce stade, pour nous assurer que nous progressons bien convenablement pas à pas. Donc, nous revenons sur notre formulaire. Vous voyez que la quantité en stock ici est de 673, on va tenter 700,
On va cliquer sur le bouton ajouter à la facture, c'est parfait. La quantité demandée dépasse la valeur en stock, donc eh bien l'exécution du code se stoppera ici. Si par contre, effectivement, le client en demande 650, ce qui paraît peu probable, mais admettons, eh bien cette fois-ci il ne se produit rien, tout simplement parce que pour l'instant, en effet, nous ne sommes pas encore allés plus loin dans la conception de notre code, c'est-à-dire que dans la branche if de notre seconde instruction if, nous n'avons pas encore prévu ce qu'il fallait faire. Eh bien, dans le cas où tous ces critères sont vérifiés, effectivement, nous allons pouvoir récupérer l'ensemble des valeurs de manière à les insérer dans la table détail temp, mais avant tout, ce qu'il y a d'important, puisque la table détail temp le propose, il y a un champ qui n'existe nulle part ailleurs, dans aucune autre table détail temp, qui s'appelle prix total hors taxe, qui va être tout simplement la multiplication du prix unitaire de l'article par la quantité. J'ai une petite faute dans le nom du champ, mais c'est pas très grave, donc prix unitaire par quantité. Donc, nous pouvons revenir dans notre code, et le principe est de pouvoir donc enregistrer dans la variable totale, eh bien, le prix total, ou plutôt la valeur totale des achats en fonction de la quantité. Donc, eh bien, c'est tout simplement l'information qui est contenue dans le champ prix unitaire que nous avons rapatrié précédemment, prix unitaire.value, surtout, que nous plaçons dans une fonction int par mesure de sécurité afin de convertir son contenu ou de forcer son contenu en valeur entière de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Même chose, multiplié par la quantité donc commandée, ça c'est le champ logiquement saisi par l'utilisateur. Propriété value, IntelliSense se déclenche, c'est bon signe, cela signifie que nous n'avons pas fait d'erreur dans l'orthographe et les noms des champs. Et puis nous allons affecter, histoire d'initialiser ces valeurs, la variable total achat à 0, qui elle, je vous rappelle, sera le total de la facture, c'est-à-dire la somme de tous les achats de tous les articles. Une fois que, effectivement, nous possédons tous les éléments nécessaires pour pouvoir les insérer dans le détail de la facture, et bien, comme tous les critères sont vérifiés, nous pouvons instancier nos classes et initialiser nos objets en commençant, comme d'habitude, par notre objet base, que nous faisons bien entendu pointer sur la base de données en cours grâce, une fois de plus, à sa méthode currentDB, et dans la foulée, cette fois-ci, comme il s'agit d'une requête action, nous la mémorisons dans la variable requête de type string. Il s'agit d'un insert into, puisqu'il faut insérer ces nouvelles valeurs dans la table. Quelle table? Comme vous le savez, il s'agit de la table temporaire qui se nomme détail temp. Il faut lister dans un premier temps, nous l'avons vu précédemment, eh bien, tous les champs qui sont concernés, en commençant par le champ refdet, c'est ainsi qu'il se nomme, le deuxième qui est la quantité avec sa faute, qui se nomme qtdet, c'est une saisie un peu trop rapide. Il y a aussi le champ désignation, et puis il y a le champ prix unitaire hors taxe. C'est en général dans l'énumération de ces noms de champs qu'on a le plus de risques de commettre des erreurs d'orthographe, parce qu'il faut être très précis. Alors le mieux, effectivement, c'est de prendre le temps de faire des copier-coller, ou de les avoir mémorisés préalablement. Nous avons refdet, quantité det, etc. On va vérifier. Refdet, qtdet, désignation, prix unitaire hors taxe et prix total hors taxe. Si nous revenons dans notre code, vraisemblablement, il s'agit bien des noms des champs scrupuleusement que nous avons énumérés, les uns après les autres. Donc, petite vérification faite. Une fois qu'ils sont énumérés, comme vous le savez, c'est le mot-clé values et, de nouveau, entre parenthèses, eh bien, les valeurs qui sont des variables que nous allons devoir y insérer, en commençant par la refdet, eh bien, la refdet qui est connue, donc à encadrer d'une simple cote, double cote et à concaténer avec la valeur contenue dans la liste refProduit.value, comme ceci, que nous reconcaténons entre double cote d'une simple cote, car il faut bien encadrer cette valeur textuelle, suivie cette fois-ci de la quantité qui, elle, est un champ numérique. Donc il n'y a pas de simple cote ici, on met directement la double cote, que l'on va concaténer avec cette information que l'on connaît, qui est contenue dans le champ quantité commandée, .value, que l'on concatène simplement avec une double cote, pas de simple cote car il s'agit bien d'une valeur numérique. En revanche, nous arrivons à la désignation qui est bien une information de type texte, donc simple cote, double cote, vous voyez que la syntaxe se complique, qui est reconnue dans le champ désignation .value, comme ceci, que nous reconcaténons avec une double cote et une simple cote. Il s'agit ensuite, eh bien, comme nous énumérons tous ces champs,
de renseigner le prix unitaire hors taxe. C'est un champ qui est numérique. Il n'y a pas de simple code cette fois-ci, connu sous le nom de champ prix unitaire, propriété value, en espérant que nous n'ayons pas commis effectivement d'erreur de syntaxe, et que nous concaténons avec le total, qui est encore une fois une valeur numérique, donc pas de simple cote, reconnu sous, cette fois-ci, le nom de variable total que nous reconcaténons pour terminer la syntaxe SQL d'une double cote, puisqu'il faut bien fermer la parenthèse de l'instruction SQL. Et nous pouvons passer à la ligne. L'objectif, si cette syntaxe est correcte, elle semble l'être en tout cas, il est très facile et rapide d'oublier une simple cote de ci, de là, surtout lorsque l'on commente pendant la vidéo, mais vraisemblablement tout va bien, il y a bien le même nombre de champs de part et d'autre dans l'instruction, et bien comme vous le savez, dans la foulée donc, nous devons exécuter cette requête, et c'est la méthode exécute, comme tout à l'heure, de l'objet database, à laquelle nous passons en paramètre, eh bien, le nom de la requête, qui a mémorisé cette instruction, pour pouvoir effectivement réaliser cette insertion. Alors, nous pourrions effectivement à ce stade vérifier le code pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, mais ce n'est pas fini. Et en plus, nous n'avons pas fermé nos objets de base de données. Bon, nous sommes en conception. On va faire un petit détour, une petite exception. Le principe ici serait effectivement d'ajouter par exemple la référence B006. Il y a un dépassement de capacité. Et s'il y a un dépassement de capacité, eh bien c'est pour vraisemblablement des erreurs que nous avons déjà commises tout à l'heure. Alors en fait, il n'y a pas d'erreur dans le code, puisque ça c'est une partie que nous avons vérifiée, mais c'est que tout simplement, puisque nous avons laissé une valeur qui est trop importante, eh bien nous dépassons les bornes d'un integer. Il faudrait le déclarer en long. Le souci que nous avons à ce stade, c'est que dans la table de réception, c'est-à-dire le détail de la commande, le champ a lui-même été déclaré comme un entier normal, un integer, donc on ne pourrait pas insérer un long dans un entier normal. Soit il faudrait modifier la table source, soit on part du principe que aucun client ne passera une quantité commandée à 650. Ce que l'on va faire ici, en tout cas, pour simplifier la démonstration. Donc, la quantité commandée, alors, il faut stopper quand même l'exécution du code, parce que sinon, cela veut dire qu'on ne peut pas refaire la démonstration. On va passer, par exemple, la quantité commandée à 4, ce qui paraît quand même plus conventionnel, et l'ajouter à la facture. Cette fois-ci, effectivement, il n'y avait pas d'erreur dans le code, vraisemblablement. Eh bien, l'article est censé être ajouté, même s'il ne figure pas encore dans le sous-formulaire, tout simplement parce que nous n'avons pas rafraîchi l'affichage. Constatez en revanche que notre requête insert_into a parfaitement fonctionné dans la mesure où son détail apparaît bien dans la table temporaire. Donc petit à petit, nous sommes capables de confirmer que notre code évolue correctement, ce qui nous convient bien à ce stade. Ça veut dire que nous pouvons poursuivre son implémentation, puisque je vous rappelle que parmi les actions que nous devons faire depuis ce formulaire, eh bien, c'est de pouvoir rafraîchir effectivement cet affichage, la source de données, mais aussi de pouvoir fournir cette information statistique qui est la somme de la facture au fur et à mesure qu'elle se consolide. Eh bien, pour connaître cette somme, il faut être capable de sommer, tout simplement d'additionner toutes ces valeurs, prix total hors taxe. Ça veut dire que nous devons accéder de nouveau à la table détail temp, mais cette fois-ci en sélection, en requête sélection. C'est la raison pour laquelle nous avons déclaré notre variable ligne comme un record set qui, comme toujours, par le biais de la méthode open record set, va permettre de produire sur l'objet base une requête sélection en open dynasset, c'est-à-dire un accès dynamique, et après coup, donc, nous allons pouvoir définir le mode d'accès. Eh bien ici, il est très simple. Il s'agit de récupérer uniquement l'information du champ prix total pour toute la table, puisque c'est la table qui correspond au détail de la facture que nous sommes en train de concevoir. Donc c'est un select, le select prix total, comme ceci, parce que, comme vous le savez, c'est le nom de son champ, prix total underscore ht, ne pas oublier. From quoi? Depuis la table qui se nomme détail temp. Et depuis cette table détail temp, eh bien, nous souhaitons récupérer tous les enregistrements, enfin, tous les prix totaux, de manière à pouvoir les sommer. Alors cette fois-ci, effectivement, la méthode ligne moveFirst a vraiment un sens dans la mesure où on place le pointeur de lecture sur le premier des enregistrements sélectionnés, car
au fur et à mesure, ils sont censés être plus nombreux, et donc nous sommes obligés d'exécuter une boucle do loop que nous avons déjà exploitée dans d'autres formations VBA-Access, until, ça c'est l'instruction qui suit le loop pour savoir jusqu'où nous allons, EOF pour littéralement end of file, traduisez jusqu'à la fin de la table, c'est-à-dire jusqu'au dernier enregistrement. Donc nous allons parcourir tous les enregistrements de la table. Et donc, il s'agit, puisque nous avons initialisé notre variable total achat, eh bien, de consolider ces achats, c'est-à-dire de considérer que le total, au fur et à mesure qu'on passe en revue les articles achetés, est égal au total précédent, auquel nous ajoutons tout simplement le total en cours que nous récupérons par le biais de la propriété fields. Comme toujours, nous allons la forcer en valeur numérique pour éviter des erreurs d'interprétation de la part de VBA. Ligne propriété fields, donc quel est le nom de ce champ? Propriété value dérivée. Alors là, cette fois-ci, je vais essayer de faire un petit copier-coller en même temps que je commente, qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc propriété fields, le champ prix total hors taxe en cours. Donc tout ça dans la fonction int que nous consolidons avec l'ancienne valeur. Surtout, ne pas oublier la méthode moveNext de notre objet recordSet, car sinon, eh bien, nous ne passons jamais au prochain enregistrement et nous sommes dans une boucle infinie de laquelle nous ne sortons pas. Une fois que, effectivement, eh bien, nous sommes en dehors de la boucle, cela signifie que vraisemblablement nous avons passé en revue tous les enregistrements. Donc, eh bien, nous devons consolider ce total de la commande dans le champ qui est prévu à cet effet sur le formulaire, qui s'appelle tout simplement total commande, propriété value pour pouvoir l'affecter à quoi? À total achat. Et on va vérifier ceci, mais puisque nous avons terminé le code, comme je vous le disais, ce qu'il y a d'important dans la foulée, comme toujours, de ne pas engorger les ressources, les méthodes closes usuelles de nos objets, lignes et bases, afin de fermer les connexions ouvertes aux bases de données, et puis on va vider ensuite la mémoire, ça ne coûte rien et c'est plus propre. Et l'application sera beaucoup plus pérenne, donc ce sont des bonnes habitudes de codage à prendre. Et tant qu'à faire, pour que le code soit terminé, une fois que nous avons parcouru tous les enregistrements, on va utiliser cette fameuse méthode requery de notre objet docmd qui va forcer le rafraîchissement, le recalcul et puis de rétablir les sources de données aux différents contrôles. Nous rebasculons sur notre formulaire, constater qu'effectivement la référence B06 a été intégrée, mais tout simplement parce que eh bien, nous venons de recharger notre formulaire. Qu'en est-il désormais si par exemple nous ajoutons un B04 en quantité 1, vous remarquez qu'il vient se greffer à la suite, que le prix total hors taxe par article en fonction de la quantité est parfaitement calculé, que du coup nous avons bien ici le résultat de synthèse consolidé par cette boucle do loop qui vient se greffer. Donc au fur et à mesure nous avons une facturation qui est de plus en plus fonctionnelle. On va en ajouter une autre, par exemple un B008 en quantité 3 pour voir ce qu'il en est, et vous constatez 70 x 3 c'est bien 210, et que ce montant vient bien se greffer ici. Instantanément le détail est en train de se construire sous les yeux du caissier et du client, et donc à l'issue on pourra livrer cette commande. Faut-il encore valider la facture? C'est une des dernières étapes, car il reste encore pas mal de code, et donc concerne cette étape le bouton valider la facture. Donc nous y allons sans plus attendre. Il s'agit ici de réaliser plusieurs actions dans la mesure où effectivement il va falloir créer la commande. Ça veut dire insérer les valeurs dans la commande. Quelles sont-elles? Eh bien, le champ datcom est un champ qui se définit par défaut, la date du jour. Le numéro de la commande est auto-incrémenté. Ça veut dire qu'il va falloir insérer le clicom, qui est le numéro du client, puisqu'il faut rattacher la commande au client, et le montant total. Car le détail de la commande, c'est-à-dire principalement les informations qui sont contenues dans la table détail temp, comme par exemple la référence et la quantité commandée, doivent être dans la table détail commande, qui est liée à la table commande. Donc il va falloir insérer, ou plutôt créer une nouvelle commande, mais récupérer le dernier numéro de commande créé automatiquement pour pouvoir rattacher ce détail dans la table détail commande et ainsi pouvoir insérer tous ces éléments du détail, et à l'issue, il faudra aussi mettre à jour les stocks, il ne faut pas oublier. Donc, après avoir sélectionné le bouton valider la facture, pour son événement au clic, comme toujours, nous choisissons le générateur de code, nous validons, et nous nous retrouvons fort logiquement entre les bornes de la
procédure événementielle, valider facture, underscore click, soit l'événement du clic sur le bouton valider facture. Au travers de tout ce que je vous ai dit précédemment, eh bien, comme toujours, nous avons forcément besoin de nos objets bases de données qu'on va copier et coller pour aller un peu plus vite, record set et database. Mais nous avons aussi besoin de mémoriser le numéro de commande qui va être créé à la volée par ce champ numéro auto de la table commande que nous allons déclarer comme un entier long, tout simplement parce qu'un numéro auto est un entier long, donc nous n'allons pas risquer les incompatibilités de type. Et comme nous avons des vérifications à faire, notamment pour récupérer le dernier numéro de commande, eh bien, et puis des requêtes actions aussi, autant pour moi, pour les insertions, on a besoin d'une variable requête comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, donc comme un string qui va permettre de construire la syntaxe de ces requêtes actions. Il va falloir mémoriser aussi les références et quantités produits qu'il va falloir insérer dans le détail de la commande, donc tant qu'à faire, on se crée une variable que nous nommons explicitement refProduit comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et dans la foulée, grâce aux deux points, c'est-à-dire la syntaxe qui permet d'optimiser le code sur une même ligne, notre variable quantité produit as integer comme un entier normal cette fois-ci, c'est-à-dire la quantité achetée pour chacun des produits. La première des choses à vérifier si on valide une facture, c'est de s'assurer qu'il y a bien un client désigné, car si ce n'est pas le cas, fort logiquement, nous n'allons pas créer la commande. Donc il faut s'assurer que le caissier n'a pas omis cette étape, donc c'est le N client, vous savez, c'est ce petit champ de contrôle qui est sur la droite du formulaire dans lequel nous avons inscrit cette valeur. Donc si effectivement la valeur de ce contrôle n'est pas vide, cela signifie que nous avons bien désigné un client, auquel cas donc nous pouvons commencer les opérations qui vont consister à créer la commande et à l'archiver et mettre à jour les stocks. Alors je m'assure que nous l'avons bien utilisé dans le list client change, c'est très bien, et nous l'avons réactualisé comme il se doit après la création du client, quand on sélectionne bien le dernier indice. Il s'agit ici, dans un premier temps, de créer la commande, donc c'est une requête insert into. Pour ça, on a besoin d'initialiser nos objets de base de données comme toujours. Alors vous voyez qu'à force, on en prend vite l'habitude, application.currentDB, et du coup il n'y a plus grand chose de sorcier, et dans la foulée, c'est usuel, c'est une requête action, donc que l'on mémorise dans notre variable de type string, et cette requête action, c'est un insert into, puisqu'on souhaite créer une nouvelle commande. Donc mot-clé insert into, et vous savez que on doit lister les noms des champs, et ensuite séparer du mot-clé values toujours entre parenthèses, leurs valeurs dynamiques respectives que l'on doit insérer. Il y a, comme nous l'avons vu précédemment, le champ clicom, qui est en fait le numéro de client, qui permet la liaison avec la table client pour rattacher la commande au client. Et puis, il y a le champ montant com, et donc nous avons que deux valeurs à insérer, et comme il s'agit dans l'un et l'autre cas de valeurs numériques, nous allons tout simplement ici concaténer sans la simple cote, pour la même raison que celle évoquée précédemment, au champ nClient.value, que nous reconcaténons avec une double cote pour pouvoir insérer dans la syntaxe SQL la virgule qui permet d'énumérer les champs, double cote, encore une fois, absence de simple cote dans la mesure où, bien entendu, il s'agit d'une valeur numérique. On va quand même forcer avec la fonction int, par mesure de sécurité, donc le résultat que nous venons de consolider dans le champ total commande, propriété value pour y accéder, et on reconcatène l'ensemble, donc avec une double cote, de manière à pouvoir spécifier la parenthèse fermante des valeurs dynamiques énumérées. Et puis il s'agit bien sûr d'exécuter cette requête comme toujours, avec notre méthode exécute de notre objet base. Exécuter quoi? La requête qui est dans la variable requête. Alors même si ce n'est pas conventionnel de faire ça à ce stade, on va quand même s'assurer que ça fonctionne, parce que normalement il faut associer un détail à la commande que l'on va créer. Donc si on clique sur valider, il y a effectivement une erreur de syntaxe dans notre requête SQL insert into, on va voir de quelle nature elle est. Et oui, alors donc omission grossière de ma part, comme vous le constatez, c'est que nous réalisons une requête insertion,
nous définissons bien les champs et leurs valeurs, mais à aucun moment nous n'indiquons la table sur laquelle nous insérons ces champs, donc c'est une omission grossière. Insert into, on insère dans la table commande pour les champs énumérés les valeurs qui sont énumérées par la suite. Donc il convient effectivement de revenir faire le test sur notre formulaire et constater que vraisemblablement quand nous validons la facture, cette fois-ci, elle doit être correctement créée. C'est la dernière, là, le 16-8, c'est bien la date, avec un montant de 860. Petit problème à ce stade, c'est que pour cette commande, forcément, comme nous n'avons pas encore conçu le code, donc rattaché au client 3, je vous rappelle, donc c'est parfait, eh bien, il n'y a pas de détail de commande pour la commande 11, vous voyez que ça s'arrête à la 10, donc, eh bien, c'est tout simplement le code que nous devons bâtir maintenant. Si bien que nous allons donc supprimer cette commande qui n'a pas lieu d'être, parce que sinon elle serait orpheline. Et nous allons revenir dans notre éditeur de code Visual Basic Access afin de poursuivre. En tout cas, nous venons bien de créer la commande, et donc il y a un numéro de commande qui a été auto-incrémenté. Cela veut dire que pour créer le détail de la commande, après avoir exécuté cette requête, il faut être en mesure de récupérer ce dernier numéro. C'est la raison pour laquelle nous exploitons dans la foulée notre objet record_set grâce à la méthode une fois de plus openRecordSet de notre objet database qui, selon la syntaxe SQL à définir en db open dynasset, c'est-à-dire en accès dynamique, va nous permettre d'accéder aux enregistrements pour en extraire les données qui nous intéressent. Alors, ici le but du jeu est de pouvoir récupérer par le biais d'une requête sélection le dernier numéro de commande. Comme c'est une valeur auto-incrémentée, c'est la plus grande. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction SQL max, entre parenthèses, max de quoi? Eh bien, du champ numcom. Et comme nous souhaitons extraire cette information, eh bien, on va nommer ce champ par exemple as, grâce au mot-clé as, c'est-à-dire ce champ statistique qui est généré à la volée par la syntaxe SQL, on va le nommer dernier num, à partir from de la table commande en db open dynasset. On est d'accord jusque-là. Donc, la syntaxe SQL de cette requête consiste à récupérer la valeur la plus grande, max de numcom, sur le champ numcom, que l'on va mémoriser temporairement dans un champ que l'on nomme dernier num depuis la table commande. Si bien que, comme toujours, même si un seul enregistrement est généré, la méthode moveFirst permet de pointer sans équivoque sur cet enregistrement résultant, et donc, dans notre variable numcom que nous avions déclaré comme un long à cet effet, eh bien nous allons intégrer, enregistrer la valeur. Encore une fois, on va forcer avec notre fonction int, et on va récupérer cette valeur, comme toujours, avec la propriété fields de notre objet recordSet, auquel on passe en paramètre le champ. Le champ, c'est celui qu'on vient de créer. Alors, on va faire un petit copier-coller, et on n'oublie pas de fermer la parenthèse de la fonction int, et ce champ qui est créé à la volée, pour éviter toute erreur d'écriture, c'est dernier num. Donc, on va stocker ce numéro de commande, tout simplement, dans notre variable numcom, et puis tant qu'à faire, puisque nous avons là aussi, même si c'est accessoire, on ne va pas s'en servir ici, une petite zone de saisie qui s'appelle ncommand, on va stocker cette valeur que l'on pourra exploiter dans des formations dérivées à partir de ce que l'on va laisser aujourd'hui sur cette facturation client avec gestion de stock. Donc on va affecter la variable numcom dans la propriété value de ce champ qui servira à mémoriser en dur cette valeur. Ensuite, bien sûr, comme nous connaissons déjà désormais le numéro de commande qui vient d'être créé, il faut rattacher à cette commande eh bien, le détail de la commande, soit dans la table détail de la commande. Mais ça veut dire qu'il faut accéder de nouveau à tous les enregistrements de la table détail temp pour un à un pouvoir les inscrire dans la table détail commande et les rattacher à la commande par le numéro de commande. Donc, nous devons, dans la foulée, refaire une requête SQL. Alors, pour éviter de tout ressaisir, on va copier-coller la précédente instruction, on va réaffecter notre variable ligne sur une nouvelle requête SQL qui consiste, cette fois-ci, à sélectionner en effet eh bien, tous les enregistrements, tous les champs de tous les enregistrements depuis la table détail temp, puisque la table détail temp, comme vous le savez, consolide au fur et à mesure le détail de la facture que nous sommes en train de monter. Select étoile from détail temp, ça c'est la requête la plus classique et la plus basique en SQL. Et bien sûr,
Vraisemblablement, il y a plusieurs enregistrements en fonction du nombre d'articles achetés, donc on se positionne directement sur le premier d'entre eux avec la méthode moveFirst de l'objet ligne, et on va les parcourir un à un grâce à une boucle do comme précédemment, do loop, until, comme vous le savez, l'expression qui est until ligne.eof, qui signifie littéralement, alors ligne pour notre objet record7, eof qui signifie littéralement end of file, donc traduisez jusqu'à la fin de la table tous les enregistrements. On va ici, par mesure de sécurité, afin de ne pas oublier, exploiter notre méthode moveNext de notre objet record7 pour ne pas rentrer dans une boucle infinie, bien passer à l'enregistrement suivant. Le principe est de récupérer les références, les éléments de la commande en cours que nous souhaitons inscrire dans la table détail de commande pour produire le détail de la commande. Donc c'est encore une fois notre propriété fields à laquelle nous allons passer en paramètre le nom du champ et le nom du champ dans la table détail temp se nomme revDate que nous allons affecter à notre variable revProduit qui, je vous le rappelle, nous avions déclaré à cet effet. Nous faisons la même chose pour pouvoir récupérer la quantité du produit que nous souhaitons inscrire dans le détail de la commande, et cette fois-ci, il s'agit du champ, vous savez, celui qui a une petite erreur de syntaxe d'écriture qui s'appelle quantité cutDate plutôt. Une fois que nous avons bien mémorisé ces informations une à une, puisque nous sommes en train de parcourir le détail de la commande, dans cette table détail temp, eh bien, il faut les inscrire dans la table détail commande, justement rattachée à ce numéro. Donc, on va reconstruire notre requête action entre double cotes, et cette fois-ci, donc, c'est un insert into, enfin, comme précédemment d'ailleurs. Insert into, on va, tant qu'à faire, ne pas oublier cette fois le nom de la table concernée, qui se nomme détail commande. Insert into détail commande, on liste les champs, values, et entre parenthèses, on liste chacune des valeurs respectives à inscrire dans ces champs. Il faut inscrire donc, eh bien, la valeur dans le champ comDate, vous savez, c'est lui qui va récupérer tout simplement, eh bien, le numéro de la commande à laquelle ce détail doit être rattaché. RevDate, eh bien, c'est la référence du produit en cours, et puis toujours ce champ dont on traîne l'erreur d'orthographe, cutDate, mais ce n'est pas très grave, hein, puisque après c'est le code qui se soucie de gérer ces différentes valeurs, donc nous souhaitons respectivement y inscrire, eh bien, le numéro de la commande, une fois encore, c'est une valeur numérique, donc il n'y a pas de simple cote. Nous l'avions mémorisé dans le champ nCommand, autant l'exploiter, que nous allons concaténer à entre double cote une virgule, et cette fois-ci, bien sûr, une simple cote, puis une double cote, puisque nous concaténons la valeur de détail de la référence, du revProduit, donc qui est un champ de type texte, et forcément, il faut bien l'insérer entre simple cote, donc nous le faisons de part et d'autre. La dernière virgule pour lister après la double cote, eh bien, la dernière valeur qui est une fois de plus numérique, donc cette fois-ci, de nouveau, pas de simple cote, et que nous reconcaténons à une double cote pour bien inclure dans la syntaxe SQL la parenthèse fermante sans laquelle la syntaxe de la requête ne serait pas correcte. Comme toujours, dans la foulée, eh bien, nous utilisons la méthode execute de notre objet database pour lancer l'exécution de notre requête action. Et logiquement, cela signifie que à ce stade, eh bien, nous devrions avoir le détail de la commande. Même si le code n'est pas fini, à plus forte raison que nous n'avons pas encore vidé nos variables, nous allons cette fois-ci refaire un petit essai. Donc, on va valider cette facture qui est toujours en lieu et place. Vraisemblablement, eh bien, aucune erreur n'a été générée pour le client 3 et la commande 12. Vérifions, donc nous avons bien la commande 12 pour un montant de 860. Je vous rappelle qu'on avait supprimé la précédente. Est-ce que dans le détail de la commande, on a bien une commande 12? Ça marche parfaitement. Constatez que rattaché à la commande 12, nous avons les articles B06, B04 et B08 respectivement pour les quantités 4, 1 et 3. Donc nous sommes bien en train d'archiver 4, 1 et 3, B06, 4 et 8, et bien d'archiver toutes les données de la commande en cours du client qui se présente à la caisse. Mais il nous manque un détail important dans la mesure où nous n'avons pas mis à jour les stocks. Donc nous allons ajouter à la suite le code manquant, c'est-à-dire en dehors de notre loop, puisque désormais
Il s'agit, c'est pas en dehors de notre loupe, bien au contraire, non, non, c'est bien à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que pour chaque article, il va falloir mettre à jour les stocks. Et cette fois-ci, c'est une mise à jour, donc je corrige bien, hein, c'est bien dans le do loop. C'est une requête action, certes, mais c'est une requête non pas insert, mais update. Pourquoi? Parce que les valeurs existent déjà, il faut les modifier. Donc on va faire un changement update. Ça, c'est la syntaxe. On met à jour, update, quoi? On met à jour la table catalogue, puisque c'est dans la table catalogue que les stocks doivent être réactualisés en fonction des quantités achetées. Le but du jeu, grâce au mot-clé set, est de définir quels sont les champs à modifier. Eh bien, le seul à modifier, c'est le champ quantité, qui devient lui-même moins la valeur que l'on vient de commander pour l'article quantité, moins, il faut concaténer avec une valeur dynamique, et pour ne pas risquer, là encore, les incompatibilités de type, on va forcer cette valeur grâce à la fonction int en entier, donc int de quantité produit, hein, qui est la variable que nous avions déclarée pour ce produit en cours de lecture, et dont nous récupérons, nous soustrayons la quantité au stock en cours, mais attention, pas pour tous les enregistrements de la table, seulement pour donc closeware, juste à la suite. Alors, regardez l'erreur que je suis en train de faire, on concatène ici à une valeur dynamique, et on reprend la syntaxe SQL, donc on reconcatène à une valeur statique, where, pour laquelle le code article est égal à la référence du produit qui est une chaîne de caractères, donc simple code, double cote, et que l'on concatène au ref produit comme ceci, que l'on reconcatène à une simple cote, et on ferme la double cote pour pouvoir bien l'encadrer. Et toujours, comme toujours, on va exécuter notre requête et s'assurer que tout va bien. Tant qu'à faire, puisque à ce stade nous sommes censés, s'il n'y a pas d'erreur dans cette dernière requête, avoir en plus mis à jour les stocks, nous allons en profiter pour vider nos objets de connexion en dehors de la boucle, bien sûr, puisque la boucle est en train de les exploiter pour pouvoir effectuer cette lecture. Cela signifie que, comme d'habitude, et là on ne va pas s'embêter, on va récupérer le code que nous avons conçu à maintes reprises précédemment, afin de fermer les connexions, et puis aussi de vider les objets de base de données. Alors, il faut qu'on puisse vérifier que, par la même occasion, à chaque commande, ces stocks sont mis à jour. Ce que je vous propose, c'est de faire un processus complet. On pourrait, par exemple, associer cette commande, pourquoi pas, au client 7, donc qui est monsieur Yuan Sol. Et on va associer, alors remarquez qu'il y a un petit problème qui persiste, mais c'est très intéressant puisque c'est une des choses que nous n'avons pas encore faites. Effectivement, on redémarre notre formulaire, on constate qu'il y a déjà une commande qui est mémorisée, et forcément, nous n'avons pas purgé les informations de table, c'est ce qui nous manque, donc on va le faire à la main, c'est l'ancienne commande, et après c'est un code VBA qui s'en chargera. Donc on supprime ces enregistrements, on revient dans notre formulaire, cette fois-ci, pas de souci, on reprend notre client 7, on va ajouter des références, par exemple la B02, 325 €, tout ça fonctionne très bien, pourquoi pas une B05, on va en ajouter une seulement, tiens, on va prendre une qui est un peu moins chère, la B09, on va en enlever, on va plutôt en commander 10, c'est d'ailleurs pour un total de 1050 €, c'est parfaitement consolidé, ainsi que le total ici. Le stock actuel de la B09 est de 491 unités. Qu'en est-il si nous validons la facture? Alors, on va tout de suite voir plusieurs vérifications à faire, que notre stock a bien été descendu de 10 unités, de 491 à 480. Il y a bien donc la mise à jour des stocks en instantané. Je vous rappelle que dans la formation précédente, nous avions géré une console d'approvisionnement des stocks en magasin en fonction des entrées fournisseurs. Ça veut dire qu'à tout moment, eh bien, on peut remettre à jour ces stocks dans l'autre sens. Mise à jour des stocks fonctionne bien. Pour notre client 7, nous avons donc créé une commande qui vraisemblablement est la 13. Donc c'est ce que nous allons vérifier, et nous constatons que cette commande 13 est bien rattachée au client 7, c'est parfait par le jeu des relations, il y a bien la synthèse, et que notre commande 13, dans son détail, se retrouve dans la taille détail commande, qui fait référence à des produits qui sont eux-mêmes rattachés à la table catalogue. Donc par le biais des relations, en plus, tout cela fonctionne parfaitement. Ce qu'il nous manque, et comme je vous le disais, c'est un dernier petit point de détail presque, mais très important, qui consiste à purger cette table détail temp selon différents événements, puisque l'objectif est que à chaque fois que l'on va construire une nouvelle facturation, eh bien, il faut que ces informations disparaissent pour laisser place à la nouvelle facture attachée à un nouveau client. Donc,
Nous retournons dans notre éditeur de code et nous allons créer une procédure indépendante de manière à ce qu'elle puisse être appelée par différents événements que nous allons par exemple nommer, pourquoi pas, purger table, ça c'est important, comme ceci, purger table, et puis entre les bornes donc de cette procédure, comme il s'agit d'une requête action sur la base de données, nous avons, comme il est de coutume désormais, besoin de notre objet base comme un database et d'une requête, plutôt d'une variable requête comme une chaîne de caractères, afin de pouvoir exécuter une requête action qui est une requête de suppression. Et donc on initialise notre objet base, on va essayer de ne pas aller trop vite, sur la base de données en cours grâce à la méthode currentDB de notre objet application. Dans la foulée, notre requête, elle aussi très simple, qui consiste à supprimer tous les enregistrements de la table DetailTemp. C'est le mot-clé delete. Il n'y a pas besoin de définir les champs puisqu'on supprime tout en l'occurrence. Et là, il faut donc supprimer tout de la table DetailTemp que l'on désigne juste après le mot-clé from. Il s'agit dans la foulée d'exécuter cette requête par le biais, comme toujours, de sa méthode exécute. Et puis, ensuite, nous allons tout simplement vider nos objets. Alors là, je fais un petit copier-coller sauvage, sachant que nous n'avons pas utilisé d'objet ligne ici, puisqu'il s'agit d'une requête action. Et donc, une fois que tout cela est effectivement inscrit, nous sommes susceptibles de purger l'ensemble des enregistrements de la table DetailTemp. Pour en avoir le cœur net, eh bien, nous pourrions par exemple déclencher ce code par appel de la procédure à l'ouverture du formulaire et à sa fermeture. Donc, nous revenons sur notre formulaire et comme il est sélectionné explicitement dans son angle supérieur gauche en mode conception, dans son onglet événement, ici par exemple, nous avons un événement qui se nomme surchargement, auquel nous allons associer un code, et ce code se contentera d'appeler la procédure purger table. Tant qu'à faire, nous allons faire de même sur fermeture. C'est une mesure de sécurité pour nous assurer que à chaque étape, eh bien, nous sommes bien en mesure de purger les informations de la table temporaire pour pouvoir initialiser une nouvelle facturation. Et lorsque l'on change de client aussi, fort logiquement, on peut très bien éditer une facture, un nouveau client se présente à la caisse, donc on change de client, et bien il faut que, effectivement, les informations temporaires soient effacées, ce qui signifie qu'au changement de client, on peut purger la table, et qu'on fasse de même aussi, et bien à validation de la facture. Une fois d'ailleurs que tout le code est passé en revue, ça veut dire que nous avons en effet correctement implémenter la facture, vider les objets, on appelle la procédure purger table, de manière à être sûr que, à toutes les étapes importantes, nous vidons bien cette table. Qu'en est-il donc? On va faire une petite simulation. La table DetailTemp contient les informations de la précédente commande. Si nous ouvrons notre formulaire, il suffit donc de double-cliquer dessus, pour constater qu'a priori tous les éléments ont été supprimés à l'instant par notre appel depuis l'événement surchargement de notre procédure purger table qui exécute une requête suppression et vous constatez qu'après nous reprenons comme si de rien n'était. Si nous changeons de client, il doit en être de même, c'est-à-dire que normalement, effectivement, ces informations doivent être purgées, ce qui est bien le cas, vous le constatez, ce qui signifie que nous pouvons ajouter dans la foulée, effectivement, de nouveaux articles pour une nouvelle commande, pour un nouveau client. Voilà pour ce processus de facturation des clients depuis un formulaire Access avec gestion de stock. Prochaine étape, éditer cette facture, en créer un PDF, éventuellement l'envoyer par courrier électronique, donc très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, comme toujours. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.